ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, on a aux États-Unis un premier amendement, qui est quelque chose de très ancien, qui date de 1791, qui fait partie de ce qu'on appelle le Bill of Rights, qui est la base de ce qui fait que les États-Unis tiennent entre eux, les États fédérés. Hein. C'est ce à quoi ils ont tous adhéré, ce Bill of Rights. Et le premier amendement consacre la liberté d'expression sous différentes formes et il énumère de manière distincte différents aspects de cette liberté d'expression, dont la liberté de la presse. Et cette liberté de la presse, tous les juristes américains considèrent qu'elle a un statut tout à fait particulier dans l'histoire du pays qui est lié au rôle de la presse, au rôle particulier de la presse dans l'histoire des États-Unis. Bien, mais pour autant, et comme tout droit fondamental, pour autant, je dirais, c'est pas que c'est un droit sans aucune exception, il y a des exceptions. Et parmi les exceptions, il y a des exceptions en vertu de ce qu'on appelle l'Espionnage Act, qui lui est un acte de 1917. Donc, essayez de vous rappeler où on était en 1917. Hein. On est en même temps pendant la Première Guerre mondiale et la Révolution soviétique. Et donc, à ce moment-là, ils édictent cet acte qui restreint notamment, il ne fait pas que ça, mais il restreint la liberté de la presse. Et, excusez-moi un instant. Christine, il faut que tu descendes parce qu'on entend dans mon ordinateur. Je suis désolée. Il restreint la liberté de la presse, 1917. Et c'est sur base de cet acte-là que Julian Assange, en effet, est inculpé. Il la restreint en temps de guerre. Mais bon, entre-temps, on est un peu tout le temps en temps de guerre. Hein, et en fait, presque beaucoup de leaks qui ont été dévoilés par Wikileaks sont des leaks de temps de guerre, non donc voilà. Et alors, on peut en venir au chef d'inculpation hein, qui pèse sur Julian Assange. Donc, on dit qu'il a comploté contre la sécurité pas de son pays, des États-Unis, qui ne sont pas son pays, c'est une particularité, et qu'il a mis en danger et la sécurité des États-Unis et celle de toute une série de personnes qu'on pouvait retrouver à partir des documents qu'il a dévoilés. Donc, il faut savoir qu'il essayait toujours d'effacer les noms des personnes qui pourraient être mises en danger. Son but n'était pas de mettre en danger des citoyens, mais bien de dévoiler ce que faisaient les grands. Et donc, il aurait mis en danger une série de personnes. Et très concrètement, comment aurait-il fait? Il aurait appelé les citoyens à dénoncer, à trouver et dénoncer des secrets d'État, quitte à hacker des systèmes informatiques pour accéder à des documents. Et dans le cas précis des Cablegate de 2010, il aurait agi avec la complicité de Chelsea Manning. Chelsea Manning, qui à l'époque s'appelait Bradley Manning, qui était un agent des États-Unis, qui était voilà, et qui avait directement accès en réalité aux informations du Pentagone de par sa fonction. Mais l'accusation dit Chelsea Manning a accédé illégalement à ces informations en obéissant quelque part à des injonctions de Wikileaks et avec l'aide technique de Wikileaks et de Julian Assange qui l'aurait aidé à hacker ces informations. Ça, c'est le délit qui lui est reproché. Et le procès qui a lieu en ce moment ne doit pas statuer sur ce délit en réalité. Pour le moment, c'est un procès qui a lieu en Angleterre. Le procès d'Angleterre, il ne statue pas sur le délit, mais il statue sur la question suivante. Est-il légal ou non d'extrader Julian Assange aux yeux du droit anglais? Donc, il ne se prononce pas sur le fond. Il ne va pas aller vérifier si oui ou non il a hacké, si oui ou non il devait ou pas divulguer, dévoiler, etc. Mais il doit se prononcer sur les conditions concrètes de son extradition. Donc, les procureurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient l'acte d'accusation en Angleterre, les procureurs américains. L'Angleterre reçoit l'acte d'accusation
va vers un juge anglais et demande au juge de vérifier si, sur base de cet acte d'accusation, Assange est ou pas en condition d'être extradé. Et là, c'est le droit international qui s'applique, droit international qui est traduit dans des lois nationales, en Belgique, en Angleterre ou ailleurs. Et en Angleterre, il y a effectivement un Extradition Act qui reprend en fait les conditions du droit international. Et quelles sont ces conditions? C'est des conditions assez connues parce qu'elles sont partagées dans tous les états de droit. On ne peut pas extrader quelqu'un qui est poursuivi pour des motifs politiques. Ça, c'est une première chose. Il faut en principe qu'il y ait une double incrimination, c'est-à-dire que la personne, que le délit existe dans le pays d'où il doit être extradé, donc dans ce cas-ci, que ce délit existe en Angleterre. Il faut que la peine ne soit pas extraordinairement plus sévère aux États-Unis qu'en Angleterre. Or, il faut savoir que sur base de ces chefs d'accusation américains, il risque 170 ans de prison, ce qui est évidemment beaucoup plus que ce qu'il aurait risqué pour un délit analogue en Angleterre. Il ne peut certainement pas encourir la peine de mort, mais là on a des craintes puisque ces actes d'accusation n'arrêtent pas de changer. On n'a pas la garantie que ça ne va pas encore évoluer une fois qu'il sera sur le territoire américain. Et alors, il faut qu'il ne soit pas, qu'il ait les garanties d'un procès équitable et qu'il ne soit pas victime de traitements inhumains ou dégradants. Donc, et il faut que l'accusation soit vraisemblable, c'est-à-dire qu'elle soit tout de même fondée. C'est pour ça que le juge anglais est quand même obligé de regarder si oui ou non Assange a bel et bien fait les délits pour lesquels on le poursuit. Si c'est complètement fantaisiste, il ne pourrait pas l'extrader. Et c'est pour ça qu'une partie de la plaidoirie de la défense pendant le procès a porté sur est-ce qu'il est réellement ou pas un espion qui aurait hacké des... Tout ça a été discuté pendant le procès. Mais ce qui a surtout été discuté pendant le procès, et ce qui va sans doute faire l'objet du jugement auquel on s'attend lundi, c'est de savoir si oui ou non il s'agit d'actes politiques. Les Américains ont tourné la chose pour que ce soit un crime de droit commun. Ils essayent en tout cas, mais c'est très tiré par les cheveux. Et si oui ou non, il y a une double inculpation pour ces délits en Angleterre et aux États-Unis. Et je pense qu'on en discutait avec Marc. Marc disait, mais très probablement, la décision, au lieu de porter sur les grands principes qui nous sont chers, va finalement porter sur des points très techniques de ce type-là.